Ah, l'identité. L'identité nationale. L'identité nationale. Ça y est, c'est les élections et ce thème revient sur le devant de la scène. C'est pas nouveau, on se souvient que Sarkozy en avait même fait un ministère, mais cette fois le jeu semble encore plus intensif parce qu'il y a un candidat, Éric Zemmour, qui a pu pendant plusieurs années distiller son idéologie dans des chaînes de grand public et vendre ses livres. Et donc lui, il annonce un nouveau concept, le grand remplacement. Alors je ne vais pas faire cette vidéo pour détruire ou montrer que ça c'est du bullshit, d'autres l'ont fait et vous en trouverez en description. Mais la leçon qu'il faut tirer, c'est que quand tu comptes tous les partis de droite qui en parlent du thème de l'identité, y compris celui actuellement qui fait des lois contre le séparatisme, ça fait quand même une grande partie de la population qui est inquiète sur cette question. De l'autre côté de l'échiquier politique, tu as Jean-Luc Mélenchon qui a sorti récemment un nouveau concept, celui de créolisation, pour l'opposer au grand remplacement de Zemmour. Alors moi je ne suis pas là pour faire campagne pour l'un ou l'autre, mais ce qu'on va essayer de voir, c'est qu'il y a une question visiblement qui est centrale de notre temps. Certains Français ont le sentiment ou la crainte de perdre quelque chose de leur identité. Du coup, comme je suis à La Réunion, on va voir si cette terre de métissage peut être un modèle pour le reste de la France sur cette question de l'identité. Ou est-ce qu'il y a des aspects qui pourraient être transposés en métropole pour améliorer la perception que les Français y ont de leur identité? C'est l'objectif de cette vidéo. Après le générique, go! Dans cette vidéo, je ne vais certainement pas faire le tour de la question de l'identité parce que c'est très complexe. C'est un début de réflexion à laquelle vous pouvez réagir en commentaire si vous le souhaitez. Je pars de lecture d'articles sur la culture créole, spécialement ici à La Réunion, sur ce que j'observe depuis les 3 mois que je suis présent ici, et sur des échanges avec des locaux ou des métropolitains installés depuis un bon moment. Mais tout d'abord, il faut définir les termes. L'identité, de quoi parle-t-on? Alors c'est un terme polysémique, comme on dit, qui a plusieurs sens. Déjà, on a une identité administrative à travers une carte, des actes officiels. On ne va pas parler de ça. On a aussi une identité biologique. On est avec un certain nombre de caractéristiques physiques, génétiques. On ne parlera pas de ça non plus. Aussi, on peut parler de quête identitaire pour les grandes questions que chacun se pose individuellement. Mon but dans la vie, mes objectifs. Ça, c'est en lien avec notre thème, mais plus de façon indirecte. Nous, on va parler de l'identité collective, ce que les sociologues préfèrent appeler l'appartenance ou le sentiment d'appartenance. Mais dans la vidéo, on va rester au terme identité, puisque c'est le terme employé dans le langage courant. Donc, l'identité qui est attachée à un ensemble plus grand, la nation, le peuple, la religion, le groupe ethnique, etc. L'autre concept, c'est la créolisation, qui est utilisée en sciences sociales. Qu'est-ce que donc la créolisation? Ce terme il vient au départ d'un poète et philosophe martiniquais, Édouard Glissant. Lui, il en parle comme un idéal de transformation sociale pour les sociétés postcoloniales. Mais ce terme, il a provoqué des oppositions dans le champ académique que je ne vais pas vous détailler. Les anthropologues ne sont pas unanimes sur ce concept de créolisation. La définition la plus pertinente que j'ai trouvée, c'est celle de Robert Barron et Anna Cara, que je vous montre ici. La créolisation est une créativité culturelle en cours, in process, quand les cultures entrent en contact, des formes expressives et des réalisations émergent de cette rencontre, fluides dans leur adaptation à des circonstances changeantes et ouvertes, à de multiples significations. Les formes créoles sont des expressions de culture en transition et en transformation. Traditionnellement associées avec les cultures du Nouveau Monde au sein des sociétés de la Caraïbe et de l'Amérique latine, la créolisation est maintenant de plus en plus envisagée comme un processus universel qui peut survenir partout où des cultures se rencontrent. On voit donc bien que ce concept pourrait s'appliquer aussi à la France métropolitaine puisqu'on assiste à une dynamique globale. Mais pourquoi l'identité est-elle donc une question si centrale ?
La plupart de mes propos dans cette petite partie viennent du livre de Jean-Claude Kaufmann, Identité, la bombe à retardement. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Mais non, pas Van Damme, Kaufmann, c'est lui. Lui, du coup, il explique qu'il y a un demi-siècle, l'identité, c'était pas une question importante. L'individu, il était avant tout défini par des cadres institutionnels qui le portaient. La question du vrai et du faux, il n'avait pas besoin de se la poser intérieurement, elle était portée en dehors dans des institutions. Et ces cadres, ils se sont délités progressivement, car l'individu contemporain, il se définit avant tout individuellement de manière autonome. Donc c'est lui qui doit choisir dans tous les domaines de sa vie. Le sujet est maître de son futur. Ce que Louis Dumont, il appelle la rupture entre les sociétés holistes, qui pensent en global, avec les sociétés individualistes à partir des années 1960. L'identité, c'est donc pas une question de racines, parce que ces racines diverses, elles étaient déjà présentes avant, et elles n'interrogeaient pas autant qu'aujourd'hui. Donc c'est avant tout une question subjective de comment je me représente dans un monde multipolaire, à quel ensemble je m'attache en fonction de la place que j'ai ou que je pense avoir dans la société où je vis. Certains sociologues ont parlé d'individus réflexifs. Seulement, on ne peut pas se poser toutes les questions tout le temps sur tout, sinon on deviendrait dingue et on passerait nos journées à ça. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Etc. On doit s'accrocher à des ensembles qui nous donnent des réponses déjà faites et souvent simples. Des groupes, des ensembles de représentations qu'on a tendance à renforcer. Parfois même, on peut faire partie de plusieurs ensembles qui nous apportent des réponses contradictoires sur comment nous représenter dans le monde, et ça nous oblige à faire des synthèses. C'est pour ça que les discours de Zemmour, ils font recette, parce que lui, il donne un contenu narratif simple à des personnes qui se posent des questions de sens. Pourquoi le monde que je connais et auquel je suis attaché est en train de perdre sens, de se disloquer? Le contenu narratif manichéen dans lequel il y a des bons et des méchants, il fait recette, et il désigne des groupes comme étant les boucs émissaires. Ceux qui se sentent dans le camp du bien, ils peuvent de nouveau se sentir fiers de certaines valeurs supposément en danger ou perdues. Mais nous ne sommes pas égaux dans ce jeu de l'identité. En fonction des personnes, on peut développer des capacités de mobiliser plusieurs identités en fonction des interlocuteurs et des situations où on va se retrouver et du coup de nous adapter. Et de donner l'impression de nous fondre dans la masse. D'autres, au contraire, n'ont pas cette capacité et tendent à s'enfermer dans un statut univoque avec un risque de fondamentalisation. Qu'est-ce qui va favoriser l'un ou l'autre tendance? On ne peut pas le dire avec certitude, même s'il y a quelques pistes. En tout cas, ce ne sont pas des positions figées, c'est des choses qui peuvent évoluer. Je vais vous donner un exemple pour que ce soit plus clair. Sur le terrain religieux, avec d'un côté un développement de croyances qui tendent à aller vers une sorte de syncrétisme, en alliant des traditions religieuses anciennes, classiques, le christianisme, le bouddhisme ou l'islam, et des croyances de type un peu New Age, les croyances aux énergies, les pierres énergétiques, les huiles, etc. Et les médecines alternatives. Philippe, comme beaucoup de Réunionnais, pratique deux religions. On n'a pas été éduqué à cette différence de couleur, de religion, voilà. J'ai des cultes parce que ma mère est d'origine indienne, donc je pratique un peu tout ce qui est la religion tamoule. Donc mon père est d'origine créole, Kafs, donc c'est la religion chrétienne. Ma femme pareil, religion chrétienne. Donc moi je n'impose pas à ma femme de pratiquer ma religion, de venir à ma religion. Donc elles viennent, donc moi je vais à la sienne, donc je vais au temple, je vais à l'église et on va tout ce qui est des petits vierges partout, tout ça on y va. Donc il n'y a pas de... Même les religions se mélangent. À la Réunion, ce qu'on dit, il y a un seul Dieu, mais chacun la pratique différemment, sa religion. Et de l'autre, on a certains dans leur mouvement religieux, au contraire, qui se regroupent pour dresser des digues autour de leurs croyances afin qu'elles ne soient pas menacées de l'extérieur, avec un risque de dérive extrême. On développe une image fictionnelle entre un « nous » vu abusivement comme uniforme et pur, et un « eux » qui est vu comme menaçant. C'est la multiplication des cercles de socialisation, des groupes dans lesquels je suis, qui semble être l'un des facteurs qui va me permettre de jouer avec plusieurs identités
dans la société ou au contraire de plutôt m'enfermer dans une seule identité. Et là, il faut comprendre un autre truc aussi, c'est que tous les pays ne sont pas au même stade par rapport à ce cadre de société holiste et individualiste. Il y a de nombreux pays dans le monde où le cadre social, religieux ou traditionnel, il est encore très, très puissant. Donc ça entraîne que certains migrants, étrangers que d'expérience on dit ils ne veulent pas s'intégrer, il faut comprendre que pour certains d'entre eux, c'est un changement complet de représentation au monde entre leur pays d'origine et l'Europe occidentale. m'a vraiment surpris, c'est cette histoire de tatouage. J'ai rencontré un monsieur dans un autobus. Son nez était percé, sa bouche était percée, tout était percé, des piercings. Il y avait donc des tatouages un peu partout. Et à ma grande surprise, il est venu s'asseoir juste à côté de moi. Je me dis, attends, dans quel monde je suis donc? Chez moi, en Côte d'Ivoire. Quand tu vois quelqu'un, n'est-ce pas, qui a des piercings, qui a du tatouage sur lui, on le compare tout de suite à un délinquant, à un drogué, une prostituée, quelqu'un qui a une mauvaise vie. Mais ici, je vois que vraiment, beaucoup de personnes sont vraiment tatouées et puis bon, ça ne dit rien. Et il faut du temps pour que ça évolue, parfois plusieurs générations. Mais maintenant, il y a un souci lorsqu'on compare en sociologie, il faut pouvoir évaluer les deux espaces de comparaison et ne pas les mettre exactement au même niveau. La première grande limite, quand tu fais cette comparaison, c'est la taille et la configuration du territoire. La Réunion, c'est un petit territoire, à peu près la taille du Luxembourg, avec la majorité des gens qui habitent sur les côtes. Il n'y a aucune frontière terrestre qui a bougé dans son territoire, en conséquence, il y a une unité territoriale. Et ça, c'est pas le cas de la France métropolitaine. Moi, je viens d'Alsace, où l'identité, elle est très liée au passé, en partie allemand. Et ce ne sera pas la même chose, la même identité, au centre de la France, en Corse, en Savoie ou en Bretagne. La deuxième limite, c'est l'histoire, bien sûr. Par exemple, ici, s'est développée une société de plantation qui a profondément structuré l'espace jusqu'à la départementalisation après la Deuxième Guerre mondiale. Et ça, c'est pas le cas de la métropole, parce que l'esclavage, l'engagisme, tout ça, ça s'est passé loin. Donc, ça ne s'est pas organisé sur son territoire. Donc, les différents mélanges ethniques, ils n'ont pas les mêmes caractéristiques, et c'est là une autre limite de cette comparaison. D'ailleurs, les autres vidéos historiques arrivent bientôt, notamment sur la question de l'esclavage, donc pour ne rien rater, abonne-toi, active la cloche pour avoir les notifications, et puis même si tu es carrément sympa, tu peux mettre un petit pouce bleu. Merci. Et puis enfin, il y a une notion de temps, puisque toutes ces personnes sont arrivées pendant des siècles, donc le processus de créolisation qu'on observe, c'est le résultat sur un temps long. Et ce n'est pas le cas forcément en France métropolitaine, où beaucoup d'arrivées se sont faites après la Deuxième Guerre mondiale, assez récemment, immigration de travail, regroupement familial, demande d'asile, etc. Mais maintenant, on va entrer plus en détail sur qu'est-ce que l'identité créole. L'identité, ici, quand tu débarques comme moi, en tant que métropolitain, et c'est ce que j'ai vécu, ça ressemble en apparence à un espèce d'idéal de coopération harmonieuse entre des groupes ethniques différents. J'habite actuellement entre deux mosquées, et tous les soirs, au coucher du soleil, j'entends l'appel de la prière, et ici, ça ne scandalise personne. La plus vieille mosquée de France, elle a été construite ici à Saint-Denis en 1920. Un autre phénomène, dans les villes, tu observes les nombreux temples tamouls. Et donc ça, tu peux tomber sur des processions aussi en pleine rue, en pleine journée, et c'est aussi socialement accepté, comme le Nouvel An chinois qui est très fêté. Et puis tu as des t-shirts, comme celui que je porte, avec les différentes communautés qui s'unissent dans l'harmonie, ce que te répète en tant que touriste la plupart des guides créoles. Là, le terme CAF, c'est celui qui est attribué en général aux personnes noires de peau qui sont arrivées soit au niveau des esclaves, soit des engagés. Le terme Malbar, il est en général réservé aux gens qui paraissent venir d'Inde,
qui sont venus essentiellement au XIXe siècle pour travailler dans les champs de canne à sucre. Le terme Zarab, ce sont les Indo-musulmans, des personnes qui viennent du Gujarat, qui sont arrivés fin 19e, début 20e pour travailler essentiellement dans le commerce. Il y a le terme Sinois ou Chinois, qui désigne des personnes arrivées du Tonkin, donc le sud de la Chine, pareil, fin 19e, début 20e pour travailler dans le commerce. Le terme Yab désigne plutôt des créoles blancs qui sont installés là depuis longtemps. Vous avez le terme malgache, celui-là il est clair. Vous avez le terme Zorey, ça c'est nous, c'est les métropolitains. Et puis métis, c'est un mélange de n'importe quel autre. Et au centre, vous avez créole, donc l'identité créole qui rassemble toutes ces sous-identités. Donc ça, c'est la vitrine, c'est une carte postale qui ne reflète qu'une partie de la réalité. Parce qu'après des échanges que j'ai eus avec des locaux ou des métros installés depuis longtemps, et des lectures d'articles, la société réunionnaise reste sur certains points très clivée. Cela dit, la relative entente entre les différents groupes repose sur des piliers qu'on va décrire un petit peu plus tard. Saint-Paul, petite ville de l'ouest de l'île. Dans la principale rue commerçante, la mosquée. Il est midi, c'est l'appel à la prière, en plein cœur de la ville. Ici, c'est l'endroit d'où est lancé l'appel à la prière. Alors, 5 fois par jour, pour les 5 prières quotidiennes, dans toutes les mosquées, on lance l'appel à la prière. Mais pour les 2 prières qui se situent aux extrémités de la journée, pour celle qui se fait tôt le matin, actuellement vers 5 h, pour celle qui se fait très tard le soir vers 20 h 30, l'appel n'est pas lancé à travers le micro et le haut-parleur. C'est une certaine concession, c'est cette volonté de respecter tous ceux qui sont autour de nous et qui ne partagent pas forcément les mêmes valeurs que nous. Juste autour de la mosquée, vous avez le temple tamoul, vous avez une église, vous avez d'autres communautés qui sont juste autour de la mosquée et on a aussi le devoir de respect vis-à-vis de ces différentes confessions. En attendant, on va décrire 2 exemples. Un groupe qui semble être intégré à la société, créole, et un autre où les rapports sont un peu plus difficiles. L'identité créole, c'est pas une identité fixe. Il n'y a pas de créole de souche. Alors qu'il y aurait dans certains discours des Français de souche. C'est certainement un des éléments qui facilite l'inclusion dans la société réunionnaise. Ainsi, par exemple, moi, en tant que Zoreille, si je passe du temps et que je reste, au bout d'un moment, je peux être considéré comme un zoréole, ce suffixe « ol » étant attribué en fonction de ma volonté de me fondre dans la culture locale et d'y rester. Maintenant, on va prendre l'exemple d'une communauté qui a bien sa place, appelée abusivement les Malbars, alors que à la base, ils ne viennent pas de là, mais ça, on l'expliquera dans une autre vidéo. Pour ça, on peut s'appuyer sur les travaux de l'anthropologue Christian Gazarian, qui a passé plusieurs années au sein de la communauté tamoul-malbar, ici à La Réunion. Il montre que d'abord, la France a tenté de les acculturer, de les convertir au christianisme et de les pousser à se mélanger. La fameuse politique de l'assimilation. Malgré ça, ils se sont adaptés, ils ont développé des résistances, et c'est ça que lui, il appelle la créolisation. C'est un statut tiers entre la force d'un côté qui tente d'acculturer les gens et les traditions d'origine qu'il faut maintenir vivantes. Par exemple, au début, les Indiens, ils étaient obligés de pratiquer le catholicisme. Ils l'ont pratiqué en incluant des pratiques, des rites, des valeurs issues de l'hindouisme, créant une sorte de syncrétisme. Gazarian parle de créolisation des Indiens et d'indianisation des créoles, et c'est ce qu'on observe aussi dans la nourriture, où la place du riz elle est devenue centrale ici, à La Réunion. Mais les pratiques traditionnelles des Indiens aujourd'hui à La Réunion sont plus le résultat d'un renouveau identitaire plus tardif. C'est une démarche qui a été initiée à la fin des années 70. Depuis, beaucoup de descendants d'engagés indiens sont revenus à leur religion d'origine, sans coller non plus avec la société indienne. Par exemple, ici, il n'y a pas de reproduction des castes.
Et ça n'a pas entraîné une sécession avec le reste de la société réunionnaise pour autant. Ça doit aussi nous encourager à admettre qu'une intensification du religieux et des références ethniques ne veut pas dire obligatoirement un enfermement sur le soi-disant communautarisme, puisque c'est le terme qu'on emploie. Je dis ça aussi par rapport à la métropole et la place de l'islam, où toute intensification de la pratique religieuse peut être interprétée comme une radicalisation. On voit qu'on est sur des définitions extrêmement floues et qu'il faut aller plus loin que nos présuppositions pour comprendre les dynamiques. Les études de Gazarian montrent que plus la métropole essaye de forcer les choses, plus les gens se renforcent dans leur opposition. Ça, c'est une communauté qui a trouvé sa place aujourd'hui, jusque parmi les hommes politiques locaux. Mais avec certains migrants plus récents, c'est plus compliqué. C'est notamment le cas des Mahorais, des habitants de Mayotte, qui ne sont pas sur mon t-shirt. Mayotte, c'est un département français, donc les habitants ont la nationalité et sont libres de voyager, mais l'île, elle est surpeuplée avec des conditions de vie encore plus difficiles et extrêmes qu'ici à La Réunion. Donc un certain nombre de Mahorais se sont installés à La Réunion. Les derniers chiffres de l'INSEE donnent un nombre de 550 personnes en moyenne par an entre 2015 et 2019, ce qui reste modeste. Pourtant, il y a une vraie stigmatisation de cette population avec parfois des heurts, comme en novembre dernier à Saint-Benoît, entre des Mahorais et des locaux qui ont été assez violents. Donc les arrivées les plus récentes reçoivent quand même plus de rejets. Le critère du temps et du contexte, il joue donc pour l'acceptation d'un nouveau groupe et l'inclusion dans une communauté donnée. Mais ça n'explique pas tout. Pourquoi y a-t-il du rejet alors? Est-ce que ce serait du racisme? Pourtant les Mahorais, ils peuvent avoir la même couleur de peau que les créoles réunionnais. Et ils ont la nationalité française, c'est pas une question de nationalité aussi ou d'être étranger. Là, on peut chercher une explication du côté du livre de Norbert Elias et John Scottson qui s'appelle « Les logiques d'exclusion », un livre que je vous recommande chaudement. On est à la fin des années 50 dans une banlieue anglaise proche de Sheffield et les auteurs y décrivent une ville dont deux parties, l'une plus ancienne et l'autre plus récente, sont séparées par une voie de chemin de fer et ils montrent comment les habitants de cette ville se créent une animosité alors qu'ils ont des revenus similaires, des compositions sociales similaires, classe sociale on pourrait dire aussi, et ça se répercute dans tout. Et on utilise des rumeurs et l'amplification des faits pour maintenir ces appréhensions. C'est des tendances qui se renforcent. Et les nouveaux, qui sont stigmatisés, ils se renforcent eux aussi dans l'image qu'on leur colle de l'extérieur, pour se trouver une cohésion entre eux. Qu'est-ce que ça nous apprend? Que des individus ont tendance à juger avec mépris des étrangers qui s'installent dans leur proche voisinage, en dehors de toute considération objective. On s'appuie en grande partie sur des stéréotypes qu'on reproduit afin de créer un ensemble, eux, différent de nous. Il y a quand même une considération objective dans cette histoire des Mahorais, c'est que la Réunion est frappée par un chômage important, ce qui peut crisper les locaux beaucoup plus fortement face à un marché du travail tendu pour lequel ils se voient mis en concurrence. Mais toutes ces considérations ne seraient-elles pas un leurre ? L'ontologie, c'est la science de l'être. Est-ce que l'identité d'un groupe suffit à me catégoriser? On considère d'une part l'ipséité, ceux qui sont comme moi, et de l'autre, l'altérité, ceux qui sont différents. Mais est-ce qu'on est certain que ceux qu'on range dans le groupe, les autres, soient si similaires entre eux à ce qu'on pense au départ? Par exemple, est-ce que moi, il suffit que je rencontre ici à La Réunion quelqu'un avec un physique indien, pour que je lui associe forcément toutes les caractéristiques du groupe ethnique auquel il semble appartenir? Les catégories, elles sont des catégories au contour flou. Elles ne sont pas objectives. Lorsqu'on approche, lorsqu'on zoome, on voit qu'au sein d'une même communauté, d'un groupe qu'on se référence comme étant comme ci ou comme ça, les gens ils sont très différents les uns des autres. Et qu'on peut nuancer leur appartenance à un groupe comme constituant de leur identité. C'est la même idée que l'on doit avoir en tête en France métropolitaine par rapport à l'islam. C'est une religion extrêmement plurielle et il ne suffit pas de quelques signes extérieurs pour pouvoir catégoriser la personne et par exemple juger qu'elle est radicalisée.
Même si, bon, je concède qu'il y a des cas extrêmes, comme le port du voile intégral, où là, c'est pas neutre politiquement. Mais alors, la métropole peut-elle tirer des leçons de l'expérience réunionnaise ? Pour qu'une créolisation se mette en place, il faut du temps, mais il faut aussi des institutions, officielles ou officieuses, mais qui font tiers et qui permettent aux populations de se rencontrer, de faire corps, d'avoir des interactions entre eux. Et il faut avoir conscience que toute identité collective se construit en miroir d'une autre qu'on va juger étrangère. C'est pour ça que pour le moment, il n'y a pas d'identité mondiale. Les identités sont importantes, mais en même temps, il faut pouvoir les relativiser. Pour en revenir à la créolisation, est-ce que ça veut dire qu'à un moment, les différences, elles s'effacent ? Est-ce que se reconnaître membre d'une même société veut dire obligatoirement lâcher toute référence à une identité différente ? Ça veut dire que sur mon t-shirt, par exemple, tous ces sous-ensembles, au bout d'un moment, ils n'auraient plus d'importance, voire ils disparaîtraient. Moi, je ne pense pas. Et pour ça, je m'appuie sur une étude qui a été menée en 1990 par Paul Soupe, qui est un sociolinguiste réunionnais. Et donc lui, il a analysé les paroles des chants traditionnels Sega à La Réunion et à l'île Maurice. L'île Maurice a une tradition anglaise depuis son annexion en 1810, puis son indépendance. En conséquence, elle organise la société en différenciant officiellement les groupes ethniques. Et bien, savez-vous, dans les chants de Sega, les groupes ethniques ne sont jamais, quasiment jamais mentionnés. La situation est complètement inverse à La Réunion, qui est devenue un département français. La France ne reconnaît pas de communauté, c'est liberté, égalité, fraternité pour tous, mais à contrario, les Réunionnais, dans leur chant traditionnel de Sega, ils parlent des différentes communautés et des différences entre eux. Ce que j'en déduis, et ça c'est pas l'auteur, c'est moi, c'est qu'on ne peut pas mettre sous le couvert la question des identités de groupes ethniques et religieux. Elle ressort ailleurs. Lorsque l'État ne la reconnaît pas, ça ressort ailleurs. C'est impossible à effacer. Une autre institution que j'observe ici, c'est le pique-nique. Il y a énormément de places sur les bords des routes, les plages près du volcan, où les Réunionnais se retrouvent les week-ends et ils cuisinent sur place avec leurs petites marmites, ils emmènent la table avec la nappe, etc. Et il y a une certaine concurrence même pour les places, avec parfois des disputes, mais les gens sont amenés à se côtoyer dans ces espaces, à échanger entre familles, à se reconnaître des pratiques communes. Donc, il y a des lieux qui sont vecteurs de créolisation, autant dans la musique que dans la tradition des pique-niques. Et puis enfin, il y a une autre institution centrale, absolument centrale, mais c'est la langue créole. Peut-il y avoir créolisation sans langue créole ? C'est la question qu'on peut logiquement se poser. Ici, elle est très vivante et pratiquée, beaucoup plus que la langue alsacienne, de ma région d'origine qui se perd petit à petit. Mais ça, c'est pas neutre, ça a été un combat et ça l'est encore aujourd'hui, parce que l'éducation nationale a tenté de bannir le créole pendant plusieurs années. Donc, pour que la langue soit reconnue, il faut qu'elle soit légitime et prise en compte, notamment dans l'éducation nationale. Et au fait, tu es réunionnais, c'est ça? Ouais. Tu parles de créole alors? Je trouve ça joli le créole, c'est chantant, ça fait penser au soleil et aux vacances. Tu pourrais parler un peu créole pour voir? Pépès la moucade, calcul parce que mi sort la Réunion, mon langage ressemble au soleil, quoi. Ou a bien garde à moi là, mi ressemble à un singe, sort d'Antia, couffe la comédie pour, quoi. Ah, c'était plus chantant dans mon souvenir. Et ça nous interroge sur que faire pour que la société de France métropolitaine soit moins angoissée sur ces questions d'identité. Donc maintenant, je vais donner mon avis et on va voir qu'est-ce qui est transposable ou non de ce modèle dans un environnement de la métropole. Alors moi, je pense qu'il y a 3 dynamiques qui se font en même temps dans toutes les sociétés. Il y a une dynamique qui est celle de l'abandon en partie ou complet de sa société d'origine ou de son groupe d'origine, une relativisation, et le fait de se fondre, de créer quelque chose de neuf et de mélanger, de se mettre en couple avec quelqu'un de différent, issu d'un autre ensemble. Donc ces dynamiques de métissage, elles existent partout.
Elles existent ici à La Réunion, mais aussi en métropole. Donc on peut dire que là, il y a une dynamique globale de créolisation. On peut difficilement le nier. Mais parallèlement, il y a une autre dynamique qui vise à renforcer son authenticité, à chercher à marquer sa différence de groupe, tout en se référant quand même au global. C'est typiquement la dynamique des Malbars ici. Il y a un renouveau culturel et religieux, mais qui n'empêche pas la reconnaissance de leur place dans la société réunionnaise. Nous, on doit permettre à des groupes de pouvoir vivre dans cette même dynamique. Ne pas juger que c'est automatiquement du communautarisme lorsque des personnes renforcent leur cohésion de groupe par le religieux ou des pratiques culturelles. Et ça peut aussi être une forme de créolisation. Et la troisième dynamique, qu'on ne peut pas nier parce qu'elle gagne du terrain et qu'elle menace la cohésion sociale, c'est ce que dit Jean-Claude Kaufmann, c'est celle basée sur le rejet et sur les appréhensions. C'est ce que vivent aujourd'hui les Mahorais et les Comoriens à La Réunion et qu'ont décrit Elias et Scottson dans leur livre sur les banlieues anglaises. On ne se connaît pas, on a des idées plutôt négatives sur les autres et on continue de les renforcer. Les autres collent paradoxalement à cet étiquetage pour correspondre à l'image et se renforcer eux aussi entre eux, se fédérer, et on est dans un cercle vicieux qui est dangereux pour le vivre ensemble. Donc pour avoir un semblant de créolisation en métropole, à mon avis, il faut encourager 3 choses. La première, c'est qu'il y a un combat idéologique et il ne faut pas abandonner le terrain à ce niveau-là, sortir complètement de la notion de souche comme étant une référence. On ne peut pas critiquer la non-intégration de certains étrangers si d'emblée on les juge inférieurs. C'est pas possible. Moi, je suis pour la proposition d'Edgar Morin depuis de nombreuses années de dépasser le jacobinisme et d'inscrire dans la Constitution de la France que la France est multiculturelle. Voilà. S'attacher à des valeurs, aussi nobles soient-elles, ça ne suffit plus. Les gens s'attachent à des groupes dans lesquels ils se revendiquent. Donc, il faut reconnaître ces groupes comme étant légitimes. La deuxième chose, c'est qu'il faut revenir sur le statut hégémonique et unique de la langue française. Reconnaître les autres langues, que ce soit les langues régionales ou les langues nationales de migrants, comme légitimes et pouvant s'enseigner, y compris à certains temps scolaires. La prise en compte de la langue maternelle des enfants dans le milieu scolaire en général, et en plus des lieux extérieurs pour les adultes, quand on montre qu'on fait un pas vers les autres, qu'on les estime, qu'on les reconnaît légitimes, et ben on les pousse eux aussi à en faire de même. On est dans un échange avec eux. Et donc on crée un ensemble plus cohérent et plus structuré. Et enfin, la troisième chose, il faudrait aussi encourager les institutions qui permettent aux gens de se retrouver et de se côtoyer. Ici, l'histoire les a construits, les chants traditionnels, le pique-nique. Il faut des politiques de développement social local pour favoriser le vivre ensemble, pour que les gens se rencontrent et qu'ils cassent leurs appréhensions. En conclusion, on a vu que la question identitaire, elle est centrale dans notre société, mais nous ne sommes pas tous égaux face à elle. L'inquiétude d'une fin de cycle semble renforcer les craintes sur la perte de sens, et la société créole, bien que non idéale, elle a créé des piliers sur lesquels l'identité de plusieurs communautés ont pu se poser. La créolisation, elle existe, mais on voit que ce n'est pas le seul mouvement et que pour l'encourager, il doit être mis en œuvre par des politiques volontaristes de développement ainsi que des initiatives individuelles qui vont dans ce sens. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vous demande encore de bien vérifier si vous êtes abonné, de mettre un petit pouce bleu avant de partir, de partager si vous êtes carrément trop fou et d'ouvrir grand vos oreilles, les oreilles. À bientôt. Ciao.